Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Stanislas Guerini, ravi de vous accueillir dans notre émission Smart Job. On va parler alors d'un certain nombre de sujets, des retraites évidemment, c'est une réforme très très importante. Puis on va commencer parce que vous allez annoncer ce grand plan de formation auprès des agents. Alors commençons d'abord par le début, parce que jeudi dernier, une très grande conférence de presse avec la Première ministre Agnès Pannier-Runacher, vous étiez présent pour annoncer un plan de sobriété énergétique. Alors beaucoup se sont dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Concrètement, ça va marcher comment ? Ça bouge. On va avoir froid dans les administrations ? Non. On va être dans les administrations à la même température que ce qu'on demande à l'ensemble des Français. Ça me semble assez logique. 19 degrés. On était 8 ministres parce que c'est un plan qui doit mobiliser la société tout entière. Et à commencer par ceux qui ont le plus de levier entre leurs mains. Les grandes entreprises, l'État, évidemment. Et donc, le Premier ministre a présenté les choses, parce que ça me semble tout à fait logique de commencer par l'État. Si on veut demander des efforts à nos concitoyens, si on veut enclencher un grand mouvement de transformation dans notre société sur la sobriété, qui est une des jambes absolument indispensables pour faire la planification écologique, alors commençons par nous-mêmes. C'est ce qu'on a annoncé. Moi, je veux que l'État soit totalement exemplaire dans ce plan de sobriété. La température, l'eau chaude, les mobilités des agents, mais aussi tout l'accompagnement. Parce que ce que je veux éviter absolument, on l'a déjà vu d'une certaine façon, parfois dans le passé, c'est un peu d'effet incantatoire en disant, voilà, faites les efforts et débrouillez-vous. Ce qui me semble absolument clé, si on veut embarquer tout le monde, c'est d'accompagner les agents et d'accompagner les administrations. Donc on leur donne des moyens financiers, humains, pour pouvoir faire... Et que ces 19 degrés, c'est très intéressant quand on parle de ça, c'est la loi. Donc normalement, on est déjà censé être à 19 degrés dans l'ensemble des bâtiments, mais force est de constater qu'on n'y était pas jusqu'à présent. C'est ça qui va changer. Au-delà de faire la liste à l'après-vert de tout ce qu'il va falloir faire ou changer ou transformer, il y a un vrai débat de rénovation énergétique des bâtiments. Parce que les fonctionnaires peuvent éteindre la lumière, peuvent baisser le chauffage, peuvent mettre des couvertures sur leurs genoux pour taper à la machine. Très bien. La réalité, c'est qu'ils sont la plupart du temps dans des passoires énergétiques. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place sur ce sujet-là ? C'est un vrai sujet, on en parle depuis 20 ans. D'abord, vous avez super raison. Voilà, on ne va pas faire des grands chiffres aujourd'hui. Juste il y a 94 millions de mètres carrés simplement sur le périmètre de l'État. Donc l'effort, il est monumental. C'est beaucoup d'argent à mettre, mais c'est aussi, on voit bien, une opportunité incroyable. On a le chantier du siècle sous nos yeux, ça ne sera pas en 6 mois. À pouvoir, effectivement. Mais il faut le faire rapidement. Et il faut accélérer beaucoup. On a déjà enclenché les choses dans le quinquennat précédent en mettant plus d'argent qu'on n'en avait jamais mis. Le plan de relance, le grand plan d'investissement, c'est 3,7 milliards d'euros investis pour la rénovation du bâti public d'État. Non mais Monsieur le Ministre, ça vous échappe cette question de la rénovation, parce qu'on en parle depuis... Il y a eu la loi Duflot, il y a eu plusieurs lois successives. Bien sûr. Les bâtiments n'ont pas été rénovés. Comment vous faites pour rénover vos bâtiments ? Alors moi, je n'aime pas du tout dire rien ne se passe, vous allez voir demain ça va être très différent, etc. Dans le quinquennat précédent, les quasiment 4 milliards d'euros qu'on a mis sur la table, c'est 4300 bâtiments publics rénovés. Mais... je vais être très humble devant vous. Même vos ministères. Même les ministères. Même les ministères. Évidemment, mais il faut commencer par les bâtiments qui sont les plus grandes passoires thermiques. Mais quand on regarde le besoin, il y a 130 000 bâtiments publics pour l'État et les experts estiment qu'il faudrait mettre à peu près 100 milliards d'euros. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer à mettre de l'argent. C'est la Première ministre qui portera le plan de la planification écologique et elle l'annoncera d'ici la fin de l'année sur l'argent qui, dans le prochain quinquennat, dans ce quinquennat-là, va être mis sur la table pour accélérer encore. Et qui concerne la fonction publique. On met de l'argent là tout de suite maintenant. On a débloqué 150 millions d'euros sur cet exercice pour sortir des cartons tous les projets qui étaient bloqués, les projets de plus court terme, très concrets. Changer des chaudières, déployer des thermostats intelligents. En gros, que rien ne puisse bloquer sur ce qui est sous notre main. Est-ce qu'on peut faire là, maintenant, tout de suite, immédiatement ? Et puis, j'ajoute un dernier point, on va mettre des moyens humains. Moi, je crois beaucoup dans le déploiement d'une task force d'énergéticiens. Vous savez, on parle des energy managers. C'est un peu un nouveau métier, mais on n'en avait pas beaucoup dans l'État. On va mettre 110 personnes sur le terrain qui vont aller dans les bâtiments publics, vérifier que les chaudières sont bien réglées. Donc dans les préfectures régionales ? Dans les préfectures, dans toutes les administrations déconcentrées.
Et ça, cette task force-là, ce sera un peu nos hussards verts, si je puis dire, de la République. Vos auditeurs, ils vont nous aider, ils vont nous faire avancer, ils vont changer les pratiques, ils vont mieux régler le matériel, ils vont nous dire aussi où sont les priorités pour investir. Bilan énergétique de chaque bâtiment. Et je crois que c'est des jobs qui auront un fort retour sur investissement. Et donc, évidemment, c'est ça aussi la modernisation de l'action publique. Vous nous dites que vous êtes en train de créer de nouveaux métiers avec ces fameux task force énergéticiens qui vont venir... Soyons humbles, hein. Les énergie managers dans des entreprises, etc. Il y en a. C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est un de mes constats où on parle d'attractivité de la fonction publique. Ces métiers très techniques, de savoir-faire, de maîtrise d'ouvrage d'une certaine façon, c'est peut-être là où l'État, et singulièrement l'État déconcentré, s'est un peu affaibli ces dernières années. Et donc, mon objectif, puisque l'attractivité de la fonction publique, c'est ma première priorité, c'est aussi de savoir réembaucher dans des métiers à fort impact environnemental, évidemment, mais aussi à fort retour sur investissement. Parce que moi, je crois, dans une contrainte budgétaire comme on la vit aujourd'hui, avec 10 000 fonctionnaires cette exigence-là. Dans le budget, Oui, au global, sur le quinquennat, la stabilité. Mais ce qui est une grosse différence. Je ne suis pas un ministre de la fonction publique dont la feuille de route repose sur des suppressions de postes. Ben, ça aussi, ça change. On va y revenir parce que je me rappelle d'Éric Woerth qui, à l'époque, qui est aujourd'hui dans votre majorité, qui à l'époque était un ministre éminent de l'économie qui avait évoqué le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Ça ne nous a pas échappé. Non. On peut en parler si vous voulez. Moi, je préfère parle, Éric Woerth, il vous dit, mais après tout, si on veut réduire les déficits, il faut ne plus remplacer un fonctionnaire sur 2. Mais moi, ce que je crois surtout, c'est qu'il faut remettre des fonctionnaires là où on en a le plus besoin, c'est-à-dire sur le terrain. Et donc, le mouvement qu'on enclenche dans ce quinquennat, c'est un mouvement de déconcentration pour déménager des administrations centrales. Le président de la République était hier en Mayenne pour annoncer qu'on va réouvrir des sous-préfectures. 6 sous-préfectures réouvertes. On remet le maillage du besoin, de l'argent là où on en a besoin, c'est-à-dire au plus près de nos concitoyens, parce que qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent des voix et des visages en face d'eux. Ils veulent que la numérisation, ça ne se fasse pas au détriment de l'humanisation de nos services publics. Et donc je crois que quand on a traversé les crises qu'on a traversées, elles ne sont pas totalement terminées. Dans le quinquennat précédent, on se rend compte que ce n'est pas d'un plan de réduction de fonctionnaires à la hache dont on a besoin, mais c'est peut-être une meilleure allocation des moyens publics et singulièrement des moyens humains. Et donc ce qu'on veut faire résolument, c'est de remettre du monde sur le terrain. Alors parlons des moyens humains, parce que là, vous faites des annonces importantes aujourd'hui, qui sont évidemment importantes et qui découlent de ce plan de sobriété énergétique. Vous annoncez un plan de 25 000 cadres de la fonction publique qui vont avoir une formation. Alors on se souvient de la crise Covid, où dans les entreprises, certains avaient nommé le monsieur Covid, qui devait gérer les gels hydroalcooliques. Est-ce que c'est un peu le même esprit, finalement, ces 25 000 fonctionnaires qui vont recevoir une formation ? Oui, c'est intéressant que vous fassiez la référence à ce qui s'était passé avec ces référents Covid dans les administrations aussi, d'ailleurs, à ce moment-là. Vous avez vérifié. On va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que dans chaque bâtiment public de France, j'ai demandé à ce que les chefs de service, les gestionnaires du bâtiment public désignent, ça se fera au volontariat, des agents pour pouvoir entraîner ce plan de sobriété. Ce seront nos référents sobriété, et il y en aura dans tous les bâtiments publics pour faire la pédagogie des mesures, pour aller vérifier, convaincre les collègues de ne pas avoir le retour des petits radiateurs électriques en bas des bureaux. Bref, faire en sorte que... La police de l'énergie. Ça marche, mais ce sera le contraire d'une police. Parce que moi, ce que je crois, c'est que quand on veut entraîner du changement dans les organisations, il faut susciter l'adhésion, il faut convaincre, il faut que ça se fasse par le terrain. Et donc, ce qu'on souhaite faire avec ce plan de formation, c'est exactement nourrir nos plans d'action par le terrain. C'est vrai, ce que j'annonce tout à l'heure, c'est le plan le plus ambitieux de formation à la transition écologique qui n'ait jamais existé 25 000, dans la fonction publique. 3 demi-journées de formation, on est d'accord ? Exactement. On va investir du temps, une journée et demie, pour former celles et ceux qui, dans la fonction publique, ont les leviers entre leurs mains. Pourquoi 25 000 ? Parce qu'on a ciblé les 25 000 cadres de la fonction publique. Dans les 3 fonctions publiques. Alors, on va démarrer par la fonction publique d'État, là aussi. On va le faire sur le périmètre où on a complètement la main pour un peu plus tard. Aller vite. On le fera en parallèle sur l'hospitalière et on le fera de façon partenariale sur la fonction publique territoriale qui fait déjà beaucoup de choses. Mais juste d'un mot... Ils n'auront pas de pouvoir, excusez-moi, ils n'auront pas de pouvoir de police, ces fonctionnaires. Ils n'auront pas le pouvoir... Mais pourquoi vous parlez tout le temps de police ? Vous dites le radiateur, ils vont contrôler si la lumière est éteinte, si les ordinateurs ont été éteints. Enfin, tout ça, en fait, on oublie, il faut le dire. Il y a 2 choses. Il y a ce qu'on a décidé de faire dans le plan de sobriété. Donc, on a donné des directives qui sont hyper claires. Température de chauffage,
on arrête l'eau chaude pour se laver les mains, on la garde évidemment quand il y a des services qui ont besoin de prendre une douche, on diminue la vitesse de circulation des agents publics dans les véhicules de service, 110 sur l'autoroute, bref. Du télétravail. Ça, du télétravail intelligent, c'est-à-dire penser au plus près du terrain en liant cette question à celle de l'organisation du travail. Donc ça, ce sont des directives, je dirais, nationales, qui ne sont pas à discuter, qui sont à appliquer, mais où il faut convaincre tout le monde pour que ça se fasse dans la vraie vie. Vous l'annoncez aujourd'hui, tout à l'heure, et on est très heureux que vous l'annonciez ici sur le plateau de Smart Job. Combien de temps de mise en application? Parce qu'il faut quand même que ces fonctionnaires soient sélectionnés, formés, ça prend du temps. Quel est le délai? Quelle est la mise en place? On joue avec les deux temporalités. Plan de sobriété, c'est là, maintenant, tout de suite. Il n'y a pas de délai pour que les différentes mesures que j'ai pu annoncer pour la fonction publique s'appliquent. Et donc ça, c'est vraiment immédiat. Et puis, on joue avec la jambe aussi du moyen terme et du long terme. Ce plan de formation, on va le déployer jusqu'à 2024. Et donc, on va avoir des fonctionnaires qui vont être formés, là aussi, dès la semaine prochaine. D'ici la fin de l'année, je vais avoir formé tous les directeurs d'administration centrale, tous les membres de cabinet ministériel, pour commencer tout de suite sur les décideurs le plus proche du pouvoir politique, si je puis dire. Et ensuite, pouvoir déployer à des magistrats, à des patrons et des patronnes d'autorités régionales de santé, à des chefs de service. Et donc d'ici 2024, infusé on va dans tous les niveaux. Former l'ensemble des fonctionnaires qui dirigent un service sur le terrain, une administration centrale, pour que celles et ceux qui ont des leviers de décision entre leurs mains, qui peuvent lancer des travaux de rénovation, qui peuvent prendre des décisions sur des plans de formation, le fassent et surtout le fassent de façon cohérente avec ce qu'est leur quotidien et leur périmètre. Donc ces plans de formation, c'est pas qu'une formation théorique. Il y aura une part de formation théorique. La première demi-journée, j'imagine. Exactement, c'est la première demi-journée. Il faut comprendre que raconte le GIEC, ce que c'est qu'une fresque du climat. De la macroécologie. À la fois sur les sujets de biodiversité et sur les sujets énergétiques. Mais surtout, c'est une opportunité incroyable pour entraîner l'action, pour nourrir nos plans de formation par le terrain. Et on va consacrer une demi-journée entière de restitution, de travail avec le service. J'ai vu dans une ferme bio, mais bien sûr. Vous allez faire peut-être vous allez créer susciter des vocations, parce que peut-être qu'il y a des fonctionnaires qui vont dire, mais attendez, je vais quitter la fonction publique pour aller regagner une ferme bio. Moi, je crois au contraire que si on donne du sens, et il n'y a pas de projet collectif qui a plus de sens que de réussir ce chantier de planification écologique, si on donne du sens au travail de nos fonctionnaires, que ce soit des agents de guichet, que ce soit des secrétaires de mairie, que ce soit des patrons et des patronnes d'administration centrale, si on donne du sens, alors moi je crois au contraire qu'on se donnera des moyens supplémentaires pour garder nos fonctionnaires et faire même mieux, être un employeur public attractif. Retrouver en haut de la pile, des jeunes qui viennent bosser dans la fonction publique. Moi, c'est ma première priorité, l'attractivité de la fonction publique. Et je dis, notamment aux jeunes générations, qui sont en recherche de sens, vous le voyez dans chaque remise de diplôme de concours, dans chaque émission ici, quelles que soient les écoles, et je suis sûr que vous recevez beaucoup de monde, d'ailleurs des employeurs privés aussi. C'est le sens qui guide leur pas. Mais il n'y a pas de métier qui a plus de sens que de servir l'intérêt général, que de venir le faire dans la fonction publique. Je crois que les Français ont vu pendant la crise sanitaire à quel point on avait besoin d'une colonne vertébrale. La résilience du modèle. Notre pays, il s'est construit sur son État. Je crois que c'est très particulier, il ne faut jamais l'oublier. Et on a besoin d'une fonction publique engagée. Moi, je suis un ministre des agents de la fonction publique engagé à réussir notamment la transition écologique. L'attractivité passe aussi par, je dirais, le statut, qui est un statut très particulier, qui est souvent contesté d'ailleurs. Que moi je ne remets pas en cause. Et que vous ne remettez pas en cause. Directement. Vous avez lu, j'en suis sûr, la tribune et l'étude de l'IFRAP, dirigée par Agnès Verdier-Molinier. Je vous cite chaque personne, c'est tiré de sa tribune, chaque personne imposable paie ainsi chaque mois autour de 200 € pour financer les pensions surdotées de nos agents publics. Surdotées parce que l'IFRAP a pu montrer à partir d'un échantillon de 4000 fonctionnaires, eh bien qu'on le sait tous, le calcul de la retraite dans le privé et dans le public ne se fait pas de la même manière. Je vous la pose abruptement, la question. Le débat des retraites est sur la table et il suscite une vive polémique. Est-ce qu'on met les deux modèles à égalité? On ne calcule pas la retraite de la même manière que l'on soit un agent de la fonction publique ou qu'on soit un salarié du privé. Enfin, alors je vais vous répondre de façon extrêmement cash. On connaît les orientations extrêmement libérales de l'IFRAP qui, malheureusement, dans cette tribune, oublie complètement un bout du sujet. Moi, j'en ai un tout petit peu marre qu'on me dise « Ah là là, les agents publics, qu'est-ce qu'ils sont privilégiés par rapport à leur retraite ?» Il y a des grandes différences. Je vais vous en donner 3 qui permettent de bien expliquer le sujet.
C'est vrai que la retraite, elle est calculée sur les 6 derniers mois pour un agent de la fonction publique et pas hors prime sur les 25 dernières années. Ça, c'est une différence. Généralement, les commentateurs à la vue un peu courte, ils s'arrêtent à cette première différence. Il y a une deuxième différence, vous avez exactement raison, c'est que la retraite des fonctionnaires, elle est calculée en retirant totalement leurs variables. Et dans la fonction publique, ça s'appelle l'indemnitaire, c'est une partie qui est non négligeable. Et puis je vais vous donner une troisième différence quand même. C'est que généralement dans la fonction publique, le niveau de retraite, c'est parfois un peu une compensation de ce qui n'a pas été donné en salaire pendant la durée de vie professionnelle. Les professeurs sont quand même un bon exemple de ça. Et donc, au final, le juge de paix, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le taux d'effort. C'est-à-dire combien je cotise dans ma carrière pour pouvoir financer ma retraite. La carrière est plus sécurisée dans la fonction publique. Je vais vous donner un scoop. Qu'un salarié du privé. Le taux d'effort de la fonction publique, à 0,5 points près, c'est 74%. C'est-à-dire, scoop, à peu près exactement la même chose que dans le privé. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de différentiel public-privé. Ce que je peux vous confirmer, c'est qu'en engageant une réforme des retraites, on va le faire de façon parallèle, de façon symétrique dans la fonction publique. Si les salariés du privé sont amenés à travailler plus longtemps, moi, ministre de la fonction publique, je demanderai la même chose aux agents publics. Mais n'allons pas faire ce mauvais débat des agents soi-disant privilégiés. J'ai pris une minute pour essayer d'en faire la démonstration. Les syndicats revendiquent peu, les syndicats de la fonction publique sont très très peu mobilisés sur la réforme des retraites, on les entend peu. D'abord, je les rencontre tous, je travaille avec eux au quotidien, en parallèle du travail que mène Olivier Dussopt, mais de façon très cohérente à la réforme de la retraite que porte Olivier Dussopt. Monsieur le ministre, qu'on soit bien clair, ce débat arrivera peut-être un jour à l'Assemblée. Je ne sais pas sous quelle forme la réforme se fera, puisque l'amendement a été repoussé. Il y a une concertation. Vous êtes dans la concertation. Pas d'égalité des systèmes. Une symétrie de la réforme. J'espère être le plus clair possible aujourd'hui. S'il est demandé de travailler plus longtemps aux agents du privé, on demandera aux salariés du privé, on demandera de travailler plus longtemps aux agents du public. Ça, c'est vraiment la logique. Donc vous voyez bien qu'il y a une égalité dans l'approche de cette réforme des retraites, mais n'allons pas faire le débat sur une base totalement biaisée et totalement orientée. Je crois vous avoir fait la démonstration. Encore une fois, regardons quel est le taux d'effort. Ça, c'est le vrai juge de paix pour les agents de la fonction publique par rapport à ceux du privé. Et on se rendra compte, si on regarde de façon un peu intelligente et un peu détaillée les choses, qu'aujourd'hui, ça n'est pas ce sujet-là que nous mettons sur la table. Merci Stanislas Guerini. Merci à vous. Un grand plaisir de vous accueillir sur le plateau de Bismart dans l'émission Smart Job, ministre de la Transformation de la fonction publique. On ne perd pas une minute parce que vous allez partir évidemment annoncer ce plan historique, dites-vous, de 25 000 fonctionnaires, agents de la fonction publique engagés dans cette sobriété. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on parle bien de la garde d'enfants. C'est un secteur qui recrute et on accueille notre invité tout de suite.